Bonjour, on va aborder aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Dérivés halogénés et on va s'intéresser particulièrement aux dérivés monohalogénés. Les dérivés monohalogénés, appelés halogénures d'alkyle ou halogénures alcanes, sont obtenus par le remplacement d'un atome d'hydrogène d'un alcane par un halogène. L'halogène X est soit un chlore, un brome, un iode, un fluor. Leur formule générale est Rx, R étant un groupement alkyle. On distingue trois classes d'halogénures d'alkyle et ce classement est lié au nombre de groupes alkyles portés par le carbone halogéné. Ainsi, les halogénures d'alkyle primaires, le carbone porte un seul groupe alkyle, les halogénures secondaires avec cette fois-ci deux groupes alkyles portés par le carbone halogéné, et enfin les halogénures tertiaires où le carbone halogéné porte trois groupements alkyles. Les halogénures d'alkyle constituent une plaque tournante en synthèse organique. Ce sont des réactifs très utilisés en chimie organique. Ce sont des liquides pour la plupart et certains sont utilisés comme solvants en chimie organique. On peut citer par exemple le chloroforme, CH3Cl, le dichlorométhane, CH2Cl2, le tétrachlorure de carbone, CCl4. Mais malgré cette grande utilité en chimie organique, ils présentent un inconvénient majeur, ils sont des cancérigènes. Les halogénures d'alkyle n'existent pas à l'état naturel. On va citer maintenant quelques méthodes de leur préparation au laboratoire. On peut préparer les halogénures au laboratoire par diverses méthodes. On va commencer par la préparation à partir des alcools via une réaction de substitution du groupement OH par l'halogène. Ainsi, l'action d'un hydracide sur un alcool peut substituer le groupement OH par l'halogène. Cette réaction-là dépend et de la classe de l'alcool et de l'hydracide et de la nature de l'hydracide. Elle est plus ou moins lente et plus ou moins limitée. D'autres agents d'halogénation, tels que le chlorure de thionyle, les dérivés de phosphore, peuvent faire cette réaction ou bien peuvent faire cette substitution. Ainsi, en utilisant par exemple le chlorure de thionyle, on arrive à substituer le groupement H de l'alcool par l'halogène. Et l'avantage de cette réaction, ou bien de toutes les réactions avec les agents d'halogénation, c'est que la réaction est totale, contrairement à la réaction avec l'hydracide. Les halogénures d'alkyle peuvent être préparées également à partir des alcanes par une réaction d'halogénation radicalaire. Seulement, ces réactions sont moins sélectives et ils sont difficiles à contrôler. D'ailleurs, nous avons rencontré ces réactions quand on a traité le chapitre alcane. Par exemple, si je prends le méthane et j'effectue là-dessus une halogénation, une chloration radicalaire, la réaction conduit à un mélange de produits de mono, di, tri et tétrasubstitution. Donc, ce n'est pas une méthode recommandée pour préparer les halogénures d'alkyle.
L'addition d'hydracide, bien de HX sur un alcène, permet d'obtenir les halogénures d'alkyle. Ces réactions-là, nous avons rencontrées aussi dans le chapitre alcène. Nous avons vu que la réaction peut se faire selon un mécanisme ionique, selon la règle de Markovnikov, ou bien selon un mécanisme radicalaire en anti-Markovnikov. Dans les deux cas, on obtient des dérivés halogénés. L'addition, nous avons vu aussi l'addition de X2 sur un alcène. Cette réaction, cette réaction conduit à la formation des dérivés dihalogénés. L'addition de X2 est une transaddition et les deux halogènes sont fixés sur deux carbones voisins. L'addition de HX, cette fois-ci sur les alcynes, conduit aux dérivés dihalogénés géminaux, c'est-à-dire les deux halogènes sont fixés sur le même carbone. Le même résultat peut être obtenu par action du pentachlorure de phosphore sur une cétone ou un aldéhyde. Alors, ces réactions qui conduisent à la formation des dérivés dihalogénés, c'est-à-dire l'addition de X2 sur l'alcène ou bien les réactions qui sont sur ce diapo, on ne va pas les utiliser parce que au début de ce chapitre, j'ai dit qu'on va s'intéresser uniquement aux dérivés monohalogénés. Mais je les ai donnés il faut les connaître, c'est tout. Voyons maintenant la réactivité des dérivés halogénés et c'est la partie la plus intéressante. Cette réactivité est liée essentiellement à l'électronégativité de l'halogène. Elle résulte d'une part de la réactivité de la liaison CX elle-même et d'autre part de l'effet inductif -I de l'halogène induit sur les carbones ou bien sur les liaisons carbone voisines. Concernant la réactivité de la liaison CX, cette liaison, elle est à la fois polarisée et polarisable. Et on va expliquer ceci. Donc, la polarisation de la liaison CX vient du fait que la différence d'électronégativité qui existe entre le carbone et l'halogène provoque une polarisation de cette liaison. Car le X, l'halogène, est moins électronégatif que le carbone. Donc, il va exercer un effet inductif attracteur -I sur les électrons de la liaison CX. Ce qui fait apparaître des charges partielles positives sur le carbone et on obtient un carbone électrophile déficitaire en électrons qui sera facilement attaqué par les réactifs nucléophiles riches en électrons pour donner des réactions de substitution nucléophiles. Mais les halogènes n'ont pas le même degré d'électronégativité. Ils sont classés dans l'échelle de Pauling dans l'ordre suivant. Le fluor, c'est le plus électronégatif, l'iode, le moins électronégatif, c'est-à-dire l'électronégativité diminue en allant de fluor à l'iode. Ainsi, la polarisation de la liaison C-fluor est supérieure à celle de la liaison C-Cl, elle-même supérieure à celle de la liaison C-brome, elle-même
aussi supérieure à la polarisation de la liaison C-iode. La liaison CF est donc la plus polarisée et la liaison CI est la moins polarisée. Voyons maintenant la polarisabilité de la liaison CX. La polarisabilité, c'est quoi? C'est la déformation du nuage électronique de la liaison à l'approche d'un champ électrique extérieur. Nous savons que l'halogène est plus électronégatif que le carbone. Donc, il va attirer fortement les électrons de la liaison CX et par conséquent, le doublet de cette liaison sera plus proche de l'halogène que du carbone. Et l'approche d'un nucléophile riche en électrons de ce carbone électrophile va repousser encore plus le doublet de la liaison CX vers l'halogène. Donc cette aptitude de subir ce mouvement ou bien de subir ce déplacement d'électrons, c'est ce qu'on appelle la polarisabilité. Elle est directement liée à la capacité de l'atome d'halogène de déformer le nuage électronique à l'approche d'un réactif extérieur. Cette polarisabilité va se produire dans le sens qui va faciliter le départ de X et augmente avec la taille de X, c'est-à-dire avec le volume de X. Plus le X est gros, plus la liaison CX est polarisable, car les électrons de valence sont plus loin du noyau et la liaison CX est plus longue. Ce sens-là, donc la liaison CI est la plus polarisable parce que l'iode est plus gros et la liaison C-fluor est la moins polarisable parce que le fluor est petit et la liaison est courte. La liaison CF est courte. Ce sens-là, c'est un sens inverse de la polarisation. Donc cette dualité, ou bien cette dualité polarisabilité-polarisation entraîne que la liaison CF sera moins réactive bien qu'elle est polarisée. Et la liaison CI, à l'inverse, elle est très réactive bien que faiblement polarisée. Donc, les halogénures d'alkyle iodés seront les plus réactifs. Les halogénures d'alkyle fluorés seront pratiquement inertes chimiquement. Et la réactivité, elle est bonne pour le brome et le fluor. L'halogène exerce un effet inductif attracteur. Et on sait que cet effet inductif -I se transmet ou se propage tout au long des liaisons sigma carbone-carbone. Donc, il y a création de charges positives sur les carbones voisins, notamment sur les carbones en alpha et leur hydrogène. Ces hydrogènes-là, qui sont porteurs d'une charge partielle ou bien des charges partielles positives, sont rendus mobiles, c'est-à-dire labiles, et donc sont acides. Donc, ils peuvent être arrachés par une base et donnés par une réaction d'élimination de HX un alcène. Alors, pour la réactivité des halogénures d'alkyle, deux réactions sont possibles. Les réactions de substitution nucléophile, notées SN, et les réactions d'élimination, notées E. Donc,
la substitution nucléophile en présence d'un nucléophile qui attaquera le carbone déficitaire en électrons et donner un produit de substitution où le nucléophile a remplacé l'halogène. Et on va avoir aussi une réaction d'élimination en présence d'une base, c'est-à-dire une élimination d'une molécule HX qui va conduire à un alcène. Ces deux réactions, c'est-à-dire la substitution nucléophile et l'élimination, sont des réactions en parallèle, c'est-à-dire des réactions compétitives. Donc, on va avoir toujours une réaction de substitution nucléophile accompagnée d'une réaction d'élimination et vice-versa. Pourquoi? Parce que la nucléophilie et la basicité sont très liées. Le nucléophile qui possède un doublet qui le rend capable de réagir avec un carbocation peut aussi jouer le rôle d'une base. Et vice-versa, la base, elle a aussi tendance à jouer le rôle de nucléophile. Donc c'est cette dualité entre nucléophilie et basicité qui va se produire tout au long de ces réactions de substitution nucléophile et d'élimination. Donc on va maintenant commencer d'abord par l'étude de chaque réaction et de ses caractéristiques. Et après, on verra ce phénomène de compétition entre les deux réactions. On va commencer d'abord par l'étude des réactions de substitution nucléophile. Alors, le bilan d'une réaction de substitution est le suivant. Un nucléophile réagit avec un halogénure d'alkyle pour donner un produit de substitution et un ion halogénure. Le nucléophile est soit un anion, c'est-à-dire un ion chargé comme le groupe hydroxyle ou bien l'alcoolate ou bien le cyanure, ou bien une molécule neutre qui possède un doublet libre non liant comme l'eau, l'alcool, les amines, etc. Ces réactions de substitution sont très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'accéder à une multitude de composés organiques. On peut synthétiser par substitution nucléophile des éthers, des alcools, des nitriles. Moi, j'ai donné l'exemple ici de cette réaction, c'est-à-dire l'action d'une amine primaire. Donc, le nucléophile est une molécule neutre qui va réagir ou bien qui va attaquer l'halogénure d'alkyle pour donner comme produit de substitution une amine secondaire. Enfin, le X, l'halogène, qui part pendant cette réaction, est appelé groupe partant ou bien nucléofuge. Les réactions de substitution nucléophile peuvent s'effectuer selon deux mécanismes différents, SN1 et SN2. SN1, c'est une substitution nucléophile d'ordre 1. SN2, une substitution nucléophile d'ordre 2. Et on va voir après qu'est-ce que ça veut dire ordre 1 et qu'est-ce que ça veut dire ordre 2. La différence entre ces deux mécanismes réside dans le nombre d'étapes. Par exemple, le SN1 se fait en 2 étapes, alors que le mécanisme SN2 se fait en une seule étape. Et la chronologie de la rupture de la liaison CX et la formation de la liaison C-nucléophile. Il y a aussi une différence au niveau de la stéréochimie des produits de la substitution. C'est-à-dire,
pour la SN1, on aura une stéréochimie et pour la SN2, on aura une stéréochimie différente.